Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Et à la forme? Oui. Tu m'as l'air de quelqu'un qui veut exploser les compteurs. Pourquoi? Tu es chaud ce matin? Non, pas du tout. Je suis normal. Tu es normal? D'accord, ok. L'actualité internationale nous emmène où? On va en Europe pour essayer de comprendre ce que l'Union européenne essaye de faire pour, si tu veux, limiter les capacités de la Russie à pouvoir continuer à gagner de l'argent grâce aux exportations des hydrocarbures. Et ils se rendent bien compte que depuis le mois de mars dernier, l'essentiel des sanctions économiques et financières imposées à la Russie ne font pas fléchir le régime de Vladimir Poutine. Et celui-ci reste bien engagé à poursuivre les combats en Russie, nonobstant quelques défaites ces dernières semaines, défaites qui ont permis aux Ukrainiens de reprendre la ville de Kherson, de reprendre un certain nombre de zones comme la ville de Liman. On sait que dans la région de Louhansk, notamment dans la ville de Kherkhovsk, il y a des combats qui reprennent, mais évidemment, ça reste encore extrêmement limité. Mais si vous voulez, encore environ 80% du Donbass est entre les mains des Russes. Et en plus, on est au début de l'hiver. Et donc, face à cela, il faut essayer les Européens, les Occidentaux, mettre tout en œuvre pour essayer d'accentuer la pression, notamment financière, sur la Russie pour l'obliger soit à revenir dans la table des négociations, soit unilatéralement à renoncer à sa conquête de ces territoires de l'Est de l'Ukraine. Alors pour ça, ils ont donc décidé, au mois de mai dernier, de penser sur un mécanisme visant à soit se passer totalement du pétrole et du gaz russe d'ici la fin de l'année, notamment le 5 décembre, donc lundi prochain, soit de trouver des mécanismes qui vont permettre de limiter, si vous voulez, les ressources financières liées aux exportations, aux ventes d'hydrocarbures de la Russie. Et donc pour cela, ils ont donc décidé deux choses. La première, c'est à partir du 5 décembre prochain, c'est d'essayer de plafonner le prix des hydrocarbures russes vendus à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, pas seulement à l'intérieur de l'Union européenne, c'est parce qu'il faut savoir que cette mesure est prise conjointement avec le G7 aussi, et l'Australie ainsi que les 27 pays membres de l'Union européenne. Et donc, ils ont donc décidé en mai dernier de réfléchir sur un mécanisme de plafonnement des prix des hydrocarbures russes. Alors, bien entendu, étant donné que le pétrole et le gaz n'ont pas le même niveau de dépendance et le même niveau d'importance dans les économies des différents pays, ils ont donc décidé de couper la poire en deux, commencer dans un premier temps à tenter de plafonner et à limiter les importations de pétrole russe. Le gaz russe fera l'objet d'autres tractations, notamment certainement à partir de janvier prochain. Alors pour ce qui concerne donc le pétrole russe, les pays de l'Union européenne sont réunis depuis plusieurs semaines au niveau des ambassadeurs pour réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait essayer de limiter ces importations de gaz russe. Alors, le premier problème, c'est d'abord le prix. Quel est le plafond que les pays de l'Union européenne seraient prêts à accepter? Alors là, il n'y a pas véritablement un consensus parce que les pays baltes, donc les pays qui sont vent debout, qui sont les plus virulents contre la Russie, notamment la Pologne, la Lituanie et l'Estonie, estiment qu'on devrait mettre en place un plafonnement qui permette un plafonnement de prix qui soit extrêmement bas, aux alentours de $30 le baril. Cela permettrait de drastiquement baisser les ressources de la Russie. Il faut savoir que la Russie dépend à 75 ou 80% de son PIB sur les exportations des hydrocarbures. Et donc, pour cela, les pays baltes estiment que pour un coût de production du baril russe qui tourne aux alentours de $20, si on permet à la Russie de le vendre à $30, on voit que le gap n'est que de $10. Et donc, c'est très en deçà du prix actuel du baril de pétrole russe qui se négocie entre 75 et $80 le baril. Donc, passer de 75-80$ le baril à $30 le baril, ça fait un gap d'environ 55 à $50 de moins. Et donc ça couperait, ça aurait pour conséquence que la Russie serait ainsi
privé d'une grande partie de ces ressources liées aux hydrocarbures. Sauf que le problème, c'est que les pays, tous les pays ne sont pas favorables à cela. Les pays notamment méditerranéens, donc la France, l'Espagne, l'Italie, ne sont pas favorables à cela, avec aussi un peu l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que s'ils mettent un prix trop bas, eh ben, ça pourrait faire que les pays décident de ne pas vendre. Non seulement la Russie déciderait de se tourner totalement du marché européen, mais cela aurait pour conséquence de créer une flambée des prix des hydrocarbures. Et donc, ce qui ferait que techniquement, la Russie aurait toujours les capacités à aller vendre son pétrole ailleurs et toujours continuer à gagner de l'argent. Donc, il faut pour les Européens trouver un mécanisme qui permette à la fois de limiter si tu veux, les sources de revenus de la Russie, tout en n'entraînant pas une flambée des prix sur le marché international des hydrocarbures. C'est la raison pour laquelle les Méditerranéens, donc je l'ai dit, la France, l'Espagne, l'Italie, sont totalement contre cela. Et puis, il y a une autre inquiétude, parce que comment est-ce que ce mécanisme-là serait mis en œuvre? Eh bien, ça partirait du principe que les compagnies, en fait, ce plafonnement des prix touche il faut savoir que il y a deux types de pétrole qui sont mis en vente. Il y a des pétroles qui sont vendus par les bateaux, donc par voie maritime. Et il y a des pétroles qui sont vendus par oléoduc. Et pour les pays européens qui reçoivent directement le gaz russe par oléoduc, notamment c'est le cas de la Hongrie, donc la Hongrie par exemple a demandé et obtenu une dérogation parce qu'elle estime qu'elle est trop dépendante des hydrocarbures russes qui viennent directement à elle par des oléoducs et donc elle ne pourrait pas se passer du pétrole russe. Et donc si on décide de plafonner, si elle décide d'appliquer le plafonnement des prix à $60, la Russie pourrait couper le robinet. Or, la Hongrie dépend à plus de 60% du pétrole russe. Donc, la Hongrie a d'ores et déjà fait savoir que pour ce qui concerne le pétrole qu'elle importe de Russie par oléoduc, et en plus c'est un branchement direct, donc elle ne pourrait pas en l'état appliquer cette sanction-là. Et puis, il y a d'autres pays qui vivent du commerce maritime du pétrole, notamment Chypre, Malte ou la Grèce. Donc ces trois pays-là, eux, ont une crainte, c'est que si évidemment on met un prix de plafond trop bas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les compagnies maritimes qui ont notamment qui ont des pavillons de ces pays-là, et donc ces pays-là qui vivent énormément des taxes liées au commerce du pétrole, risqueraient de voir les compagnies de transport de pétrole se détourner de ces trois pays-là et aller vers des pays où on n'applique pas ces sanctions-là, avec le risque de voir, évidemment, pour ces pays-là, une baisse des taxes et une baisse des revenus sur le plan fiscal. Et ça aurait évidemment un impact non négligeable sur leurs finances publiques. Et donc, ces pays-là, donc Malte, Chypre et la Grèce, eux sont totalement aussi opposés à un plafonnement trop bas comme suggéré par notamment les pays baltes, je l'ai dit ici, la Pologne, la Lettonie et l'Estonie. Et donc, la difficulté est de savoir quel est le prix qui pourrait sensiblement permettre, comme je l'ai dit, non seulement de baisser drastiquement les revenus pour les Russes, mais sans entraîner une flambée des prix des hydrocarbures et sans mettre à mal aussi les économies des pays qui sont aussi un peu dépendants de ce commerce de pétrole-là. Et donc l'Union européenne, hier, a fait une proposition qui plafonnerait le prix du pétrole à $60 le baril. Alors, jusqu'à hier soir, la Pologne est vent debout contre ce montant-là parce qu'elle estime que ce $60 le baril, pour un baril qui est produit à $20, $40 de bénéfices par baril, c'est énorme, ça ne va pas assécher les finances russes et donc ça va toujours permettre à Vladimir Poutine, selon leurs termes, de financer sa guerre. Et donc, on en est là, c'est pour le moment le pays qui bloque encore la mise en œuvre de cet accord-là. Mais il faut aussi savoir que pour les Européens, la difficulté est encore plus grande. Parce qu'il y avait aussi une question liée à quelle qualité de pétrole? Est-ce que c'est le pétrole brut ou bien c'est le pétrole transformé? Le pétrole transformé, c'est le carburant, l'essence, le jet, et le gasoil, etc. Et donc, les Européens aussi ont décidé de ne pas appliquer les sanctions du plafonnement des prix du pétrole russe sur le pétrole transformé. Donc pour le moment, s'ils parviennent à un accord ce week-end, parce qu'il faudrait qu'il rentre obligatoirement en vigueur le 5 décembre prochain, donc s'ils parviennent à un accord néanmoins ce week-end, cela ne concernerait pas le pétrole transformé. Ça ne concernerait que le transport
le brut transformé, le pétrole brut non transformé. Et donc, là aussi, c'est un peu l'effort, les compromis auxquels les pays membres de l'Union européenne ont dû faire face. Parce que il faut savoir que les pays de l'Union européenne ne produisent pas de pétrole. Ils transforment une partie du pétrole qu'ils importent et ils importent du pétrole transformé aussi d'ailleurs, principalement d'Inde, d'Arabie Saoudite et de Russie. Et donc se passer aussi du pétrole, de l'essence, du gasoil et autres, ou du mazout russe, immédiatement, ce ne serait pas techniquement viable. Et donc, ils ont décidé de reporter au 5 février de 2023 des discussions concernant aussi un plafonnement du pétrole transformé. Mais est-ce pour autant que cela pourrait marcher ? Ça va être difficile parce que pour mettre en place ce plafonnement, qu'est-ce que les Européens ont décidé ? Ils ont décidé de mettre la pression sur les compagnies d'assurance et de réassurance des navires qui transportent ce pétrole brut-là, pour dire que si ces navires transportent un pétrole brut qui a été acheté au-delà du prix du plafond, donc des $60, admettons que ce soit ce prix-là qui soit admis, eh ben, l'Union européenne pourrait sanctionner ces compagnies d'assurance et de réassurance en leur interdisant de continuer à exercer. Et donc, l'Union européenne espère ainsi, par cette espèce de pression-là sur les compagnies d'assurance, limiter le transport de ce pétrole brut qui serait vendu au-delà du prix plafond. Or, il faut savoir que 70 à 80% du pétrole brut russe qui est vendu à l'étranger l'est par voie maritime. Il est transporté par voie maritime. Donc, et l'essentiel des compagnies d'assurance qui assurent les bateaux qui transportent justement ce pétrole russe-là sont pour la plupart des compagnies d'assurance européennes. Et donc l'Union européenne se dit que là, grâce à cela, elle a un moyen de pression sur les compagnies d'assurance qui, à leur tour, pourraient exercer ce moyen de contrôle-là sur les compagnies maritimes qui sont chargées justement de transporter ce pétrole russe-là. Mais ça, évidemment, ça reste encore à démontrer parce que on est dans un marché où déjà il y a une très forte tension, notamment au niveau de l'offre, parce que les Européens, en décidant de se passer unilatéralement du pétrole brut, mettre de la pression sur le marché avec les risques de flambée. Et donc ça aussi, ça représente une opportunité pour certaines compagnies. Admettons que les compagnies européennes décident d'appliquer ce plafonnement des prix, il y a d'autres pays qui vont mettre en place, qui auront leur compagnie d'assurance, qui vont assurer ces navires-là. On a des espaces tels que, par exemple, Hong Kong, Macao, notamment pour la Chine. On a aussi d'autres pays qui pourraient, que ce soit l'Arabie Saoudite ou, par exemple, Dubaï, qui a aussi un hub vraiment très développé en matière de services d'assurance. On pourrait voir donc des compagnies asiatiques ou du Moyen-Orient décider d'assurer ces bateaux de transport maritime là qui continueraient à transporter du brut russe, avec pour conséquence que ce brut russe là ne soit plus directement acheminé via l'Union européenne, et ce brut russe là, une fois qu'il est mélangé à du pétrole soit d'Arabie Saoudite ou d'ailleurs, on ne peut même plus le tracer chimiquement. Parce que l'objectif pour les Européens et pour les compagnies, en mettant la pression sur les compagnies d'assurance, c'est de dire, pour pouvoir tracer le pétrole russe, on le trace grâce à son empreinte chimique. Or, une fois qu'il est mélangé à d'autres composants, il est difficile de le retrouver. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on le sait, notamment certains journaux tels que Les Échos l'ont dit, on a par exemple des navires de transport russes qui transbordent le brut au large des eaux grecques, parfois même au large des eaux anglaises, et ce pétrole brut-là, une fois qu'il est mélangé à d'autres pétroles, ça on le fait par exemple en Arabie Saoudite ou ailleurs, ou en Inde, l'Inde qui est le troisième plus gros importateur de pétrole au monde, et donc là-bas on fait un espèce de mélange de pétrole qui vient soit du Moyen-Orient avec celui de la Russie, et donc ce qui fait que au niveau des empreintes chimiques, il est devenu totalement intraçable, et donc ça peut faire que on aura encore pour les compagnies d'assurance le fait qu'il y ait si vous voulez une perte de marché, un risque de perte de marché pour ces compagnies d'assurance européennes au profit des entreprises soit du Moyen-Orient ou d'Asie. Donc c'est vrai que les Européens veulent absolument continuer à exercer la pression. Ils proposent même
à ce prix plafonné d'ajouter encore une nouvelle batterie de sanctions qui serait les 9e depuis le mois de mars dernier pour essayer de donner une espèce de coût supplémentaire à l'économie russe. Mais même là, évidemment, rien ne dit que tout cela pourrait fonctionner tant, si vous voulez, l'offre de pétrole de manière globale dans le monde est extrêmement limitée pour des raisons très simples. C'est qu'au cours des 15 dernières années, il n'y a pas eu de découvertes majeures en termes de gisements pétroliers. Et donc, ce qui fait que l'offre en matière de pétrole sur le plan global est extrêmement limitée. Et donc, si les Européens décident en plus unilatéralement de se passer d'une partie de cette offre-là, eh ben, ça met de la pression sur leur réseau d'approvisionnement et ça participe à la flambée des prix de ces hydrocarbures au grand détriment de leurs entreprises, de leurs ménages qui doivent faire face à cette augmentation des prix-là. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait sur l'actualité internationale. Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe avec Cyril Ramaphosa? Il paraît qu'il est sur une procédure de destitution. Non, il n'est pas sur une procédure de destitution. On n'a jamais destitué un président d'Afrique du Sud. Mais il est clair on a fait démissionner Jacob Zuma. Oui, on a fait démissionner, on n'a pas destitué. Le principe en Afrique du Sud, c'est que le président du parti au pouvoir, c'est lui qui est le candidat pour les élections. C'est en général le président de la République qui est le président du parti au pouvoir. Et donc, pour le faire tomber, il faudrait d'abord qu'il soit en minorité au sein de son parti. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Donc, ce n'est que s'il est en minorité au sein de son parti que celui-là sera en capacité, parce qu'il faut savoir que ce sont les députés qui élisent le président. Donc, si une majorité, même si l'ANC a perdu de sa superbe en termes de nombre de députés, mais n'empêche qu'ils ont encore la majorité absolue. Et donc, il serait difficile en l'état aujourd'hui de voir Cyril Ramaphosa destitué. Il est certes fragilisé, mais de là arriver à une destitution, je ne pense pas que ce soit pour maintenant. Merci Jean-Paul sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.